CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Squeezie, et c'est Gilles Cornevaux qui s'y colle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Mélan. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais c'est un peu aussi la vôtre parce qu'on est chez vous, ici, dans ce tribunal. Vous êtes chez vous, puisque comme nous rendons des décisions au nom du peuple français, vous êtes chez vous. Ouais, on est très bien chez nous. Oui, on y est pas mal. On y est pas mal. Président, si vous êtes d'accord, on va aborder deux thèmes dans cette émission, en deux parties. La première partie, on va parler politique. On va parler des municipales, on va parler des cantonales. Et la deuxième partie, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de gens ici, c'est l'immigration. Mais on commence tout de suite avec les municipales. La presse a fait les gros titres ces derniers temps sur notamment une élection municipale annulée, celle de Kanikeli. Ça fait toujours froid dans le dos quand on annonce ce genre de nouvelles. On a le sentiment que c'est un coup de couteau dans le dos de la démocratie. Alors justement non, pour vous replacer les choses quand même, il y a eu 24 protestations électorales qui ont été déposées en tout, sur les 17 communes. Il y a 10 protestations électorales qui ont été écartées de fait parce qu'elles étaient tardives, il n'y avait rien dedans qui nécessitait le juge en collégialité. Après donc il restait 10 protestations à juger. Une première partie les communes de moins de 9000 ont été jugées et sont notifiées ou en cours de notification. Il nous en reste encore 4 à juger qui seront plus tard puisque nous attendons l'avis de la Commission nationale des comptes de campagne. Alors, faut pas non plus exagérer puisque nous avons sur la totalité des contentieux que nous avons traités, nous avons une seule annulation et une petite réformation puisque dans une commune à quoi il y a eu une inversion, il y avait 23 élus sur la liste majoritaire, 6 élus sur la liste minoritaire et avec une mauvaise inscription sur un procès verbal, le juge a rectifié les résultats et donc a mis 22 et 7. Donc vous voyez, pas de une réformation sans trop de conséquences. Alors Kanikeli, c'était un petit peu différent puisque là nous avions une protestation et nous avions 2 griefs principaux. Le premier étant que le candidat arrivé en second estimait que 13 bulletins avaient été déclarés nuls à tort. Je rappelle que l'écart de voix était de 11 voix entre les deux listes, bien évidemment. Et que une deuxième chose, est que la divergence des différences de signatures était telle, sur un certain nombre de bureaux de vote, qu'il fallait annuler les élections. Il demandait donc dans un premier temps la réformation, puisqu'il estimait avoir plus de voix que son adversaire. Si vous comptez 13 moins 11, ça fait 2. Donc 2 de plus. Et puis la différence de signature, la dissemblance de signature. Donc le juge a fait son office, c'est-à-dire qu'il a d'abord regardé ce que l'on lui demandait, la réformation, sauf que le candidat malheureux a déposé ce deuxième grief, c'est-à-dire le fait, nous a identifié les bureaux dans lesquels les bulletins étaient déclarés nuls à tort, postérieurement au délai de recours, puisque vous savez, il y a un délai de recours très court, de 5 jours. Ça aussi, c'est pour protéger la démocratie. Il l'a déposé trop tard, donc il n'a pas pu être recevable sur ce premier grief. Le deuxième grief étant, lui, à mon avis, plus sérieux, puisque le juge a annulé les élections sur ce sujet, sur ce grief, il a fondé sa décision. Là, il y avait un certain nombre de signatures dissemblantes, il y avait des croix, il y avait des ronds, et il y avait une vraie dissemblance de signatures, et pas liée simplement à, comme on fait tous, vous savez. Quand on dit dissemblance, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a imité des signatures ou des signatures des signatures, alors, sont-elles imitées? Ça, nous ne le savons pas, mais qui sont vraiment différentes l'une de l'autre entre le premier et le second tour. Parce que vous savez, on ne signe jamais deux fois de la même façon. Que quelqu'un d'autre a signé? Oui. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Donc, on ne peut pas.
Non, on n'a pas dit qu'il y avait fraude. On dit qu'il y a une dissemblance de signature. Fraude, le juge l'amènerait à faire autre chose. D'abord, il lui faut des éléments beaucoup plus sérieux, beaucoup plus patents que cela pour déterminer une fraude. Je vais vous dire, monsieur, ça voudrait dire que on ait une dissemblance de signature avec, par exemple, un écart de nombre d'enveloppes mis dans l'urne d'une importance, d'une ampleur, d'une grosse ampleur, avec effectivement un rattrapage de signature. Sur tous les bureaux de vote. Bon, là, on a vu des dissemblances de quelques signatures sur les bureaux de vote qui nous ont été signifiées. Mais ce que surtout a décidé le juge à procéder à l'annulation, c'est que, je le rappelle, nous avions 11 voix d'écart. Oui. Donc le juge, lui, il n'est pas juge de la régularité du scrutin, il n'est pas juge de la légalité du scrutin, il est juge de la sincérité du scrutin. Et lorsque le juge a un doute sur cette sincérité, et je le répète, il n'est absolument pas du tout question de parler de fraude ici, il y a un problème, il y a un doute. Il y a un doute très sérieux sur la sincérité. Et donc, dans ce cas-là, le juge renvoie devant les électeurs en disant, eh bien, écoutez, voilà, on annule. Et c'est aux électeurs qui de nouveau reparleront. On annule une élection municipale parce qu'on a un doute. Ah bah sérieux, puisque de toute façon, lorsque vous avez 11 voix d'écart et nous avions 25 signatures de dissemblance, ça veut dire que de toute façon, et si vous enlevez là par contre... il signe pas forcément de la même manière. Non, parce que si je vous dis qu'elles sont dissemblantes, on les a regardées, il y a vraiment une dissemblante. Je vous le dis, on signe pas de la même manière une fois sur deux. Mais il y a, si vous voulez, il y a un style de signature, il y a un trait. Alors, on n'est pas des graphologues, mais enfin, c'est la jurisprudence, c'est là-dessus. Donc pour vous, c'est bien deux personnes différentes qui ont signé. Oui. Ah, donc c'est une fraude. Non. Ah. Non. Quelqu'un qui fait... Je vais vous dire, les personnes qui ont fait une croix et un cercle, c'est pas une fraude. Ils ont fait tous les deux la croix et la cercle, sauf que les textes sont très clairs. Les croix et cercles ne sont pas considérés comme des signatures. Il y a, si vous voulez, des règles de signature. Parce que sinon, on va mettre aussi nos empreintes, si vous voulez. Non. Là, on peut pas dire qu'il y a fraude. Il y a un doute qui est tellement énorme, si je puis dire, et l'écart de voix est tellement restreint. Alors, je vais vous prendre l'exemple caricatural dans l'autre sens. On aurait 11 000 voix d'écart et 25 signatures de différence, on aurait retiré 25 voix, mais ça n'aurait pas fait bouger l'élection. Ce qui fait bouger l'élection, c'est l'écart de voix minime entre les deux listes. Donc, Kani-Kelly, les élections vont devoir se rejouer. Ça veut dire que, est-ce que le tribunal administratif décide également de quand ça va avoir lieu, comment ça va avoir lieu? Alors d'abord, il y a une règle. Premièrement, la décision a été notifiée, si ma mémoire est bonne, le 14 octobre. Oui. À partir de là, le candidat malheureux, lui, dans l'autre sens, celui vers qui les élections ont été, au détriment de qui les élections ont été annulées, va pouvoir, s'il le souhaite, faire appel dans le délai d'1 mois auprès du Conseil d'État. Oui. Pendant ce temps-là, il peut continuer de gérer la commune, ça ne pose aucun problème. Et puis, une fois qu'il aura fait cela, si ça passe au Conseil d'État, il faudra attendre avant de repartir aux élections que le Conseil d'État se soit prononcé, puisqu'il faut que le juge se prononce définitivement, c'est-à-dire le Conseil d'État. Et à partir de là, 2 options. Soit le Conseil d'État confirme le juge de première instance, et là, eh bien, le préfet devra reconvoquer des élections dans les 3 mois qui suivent. Soit le Conseil d'État annule la décision du tribunal administratif parce que ne partage pas l'analyse faite par le tribunal administratif. Et là, dans ce cas-là, le maire de Kani-Kelly est tranquille et peut continuer son mandat jusqu'au bout. Et en attendant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de maire à Kani-Kelly? Ah si, notre décision n'est pas suspensive, les textes le prévoient. Donc le maire continue de travailler à Kani-Kelly avec sa majorité. Jusqu'à la prochaine élection. D'abord, jusqu'à la décision du juge. Et si le juge lui est favorable, eh bien jusqu'à la prochaine élection. Si le Conseil d'État nous confirme, ça s'arrêtera. Il y aura donc de nouvelles élections. Après, il expédiera les affaires courantes, comme on dit généralement. À plusieurs reprises, quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit non, il n'y a pas fraude, non, il n'y a pas fraude, non, il n'y a pas fraude. Pourquoi? Parce que votre métier, c'est pas de relever des fraudes, c'est notre tribunal qui doit le faire, c'est le judiciaire? C'est plutôt le juge pénal qui va lui déterminer les fraudes. Est-ce qu'il y a un lien entre vous et le juge du pénal, en fait? Il peut, mais vous voulez, on peut leur transmettre des documents que nous avons à leur demande. Moi, je peux vous dire, sur le tribunal de La Réunion, j'ai une commission rogatoire là qui m'a été délivrée, et je me référerai à cette commission rogatoire une fois que j'aurai terminé de juger, parce que bien évidemment, on va pas donner nos éléments tant que nous n'avons pas terminé. Mais voilà, non, parce que nous, si vous voulez, c'est pas la fraude que nous caractérisons.
caractérisons, c'est des manœuvres. Ou une fraude, on va pas aller en fraude, ça c'est le juge pénal. Nous, on va aller aux manœuvres. Je vous donne un exemple qui a marqué ces derniers temps, c'est à la chaussette, vous savez, à Perpignan, la fraude à la chaussette, où là c'était vraiment énorme. Ouais. Et donc le juge a dit, il y a manœuvre. Non, fraude, faut vraiment... Nous, on n'a pas les éléments qu'ont le juge pénal, on n'a pas les pouvoirs du juge pénal pour pouvoir aller jusque-là. Globalement, Président, c'est... en dehors de ce qui s'est passé à Kanikeli, et encore, vous le dites, il n'y a pas fraude, ça s'est plutôt pas trop mal passé, ces élections municipales à Mayotte. Très honnêtement, cette année, oui. J'avais consulté les annales des précédentes élections. Il y a eu beaucoup plus d'annulations. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour Kungu et puis Dzaoudzi, mais bon, il y avait eu beaucoup plus d'annulations et sur des terrains beaucoup plus précis et, comme vous dites, beaucoup plus glissants sur l'attitude d'un certain nombre de candidats. Ouais. Non, ça s'est très bien tenu cette année, a priori. Ouais. Est-ce que... quelqu'un, un maire, peut remettre en question votre décision? Est-ce qu'on peut faire appel d'une décision du tribunal administratif sur votre décision, tout simplement? Au niveau électoral, oui, ou devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État. Directement. Et il a 1 mois pour ça, à compter de la notification de la décision. Et après, le Conseil d'État, généralement, juge assez vite. Il jugera dans les 8 mois. Puisque c'est là aussi, nous, on a un délai contraint. On doit juger dans les 3 mois, soit du dépôt du compte de campagne, soit à compter du moment où les élections sont définitivement acquises. Là, ça a été un petit peu délicat avec, évidemment, la période Covid nous a un petit peu déplacés, mais on a quand même jugé en moins de 3 mois. Et le Conseil d'État juge assez rapidement, puisque, comme vous le dites, afin de ne pas nuire à la démocratie, il faut que les instances soient, quelle que soit la décision, elle continue ou elle soit renouvelée très rapidement pour que le mandat soit serein derrière. Alors, on va enchaîner toujours en politique et en mode électoral avec ce qui va arriver là, dans les mois qui viennent. La campagne cantonale, les cantonales, comme on dit. On va élire des conseillers départementaux. Est-ce qu'on peut tirer des leçons? Est-ce que ceux qui vont se présenter au cantonal peuvent tirer des leçons de ce qui s'est passé sur les municipales, de cette histoire de Kanikeli, mais sur d'autres points aussi avant? Ah oui, d'abord, une première chose, les cantonales ont une petite différence avec les municipales, c'est que tous les candidats, enfin les binômes, puisque maintenant ce sont des binômes départementaux, doivent, eux, présenter un compte de campagne. Donc, c'est quoi un compte de campagne? Un compte de campagne, si vous voulez, vous êtes limité, vous avez un plafonnement de dépenses pour faire votre campagne électorale et bien évidemment de recettes. Et donc tout ça est réglementé. Après votre compte de campagne, une fois que la campagne est terminée, vous devez la présenter à une commission qui s'appelle la Commission nationale des comptes de campagne, qui valide ou pas votre compte et qui après soumis de nouveau s'il le faut au juge. Ça peut remettre en cause une élection et ça peut aller jusqu'à l'inéligibilité d'un candidat de la tête de liste ou du candidat qui a là aussi faussé ses comptes. Bon. Et même le fait de ne pas remettre ses comptes le jour J, ça peut générer une annulation? Alors oui. Mais généralement, j'allais vous dire oui, en principe, mais non, parce que les personnes qui sont élues s'encadrent quand même de... C'est surtout les candidats de dernière minute ou les jeunes candidats qui s'embarquent dans l'élection, qui ne sont pas élus et qui ne prennent pas d'experts comptables, qui n'ont quasiment pas de dépenses, qui ne respectent pas tout à fait les règles par méconnaissance, par absence d'expérience. Donc là, effectivement, il peut y avoir quelques soucis. C'est le point le plus important, les comptes de campagne, quand on se lance en politique, parce que... on le sait, il y a énormément de gens qui vont aller au cantonal cette année, ou plutôt l'année prochaine, sur Mayotte. Et il y aura aussi des jeunes, comme vous venez de dire, qui vont démarrer la politique, qui seront pas forcément s'encadrer, mais qui sont pleins de bonne volonté, pleins de bonnes idées pour notre île. C'est les comptes de campagne, c'est le point le plus risqué, le plus dangereux? Ah, il peut y avoir des surprises, oui, très honnêtement. Y compris je peux vous dire, y compris des politiques aguerris se sont fait, si je puis dire, avoir parce que ils ont écrit un livre et le livre avec des campagnes publicitaires sur leur livre qui n'avaient rien à voir avec leur élection, mais la commission a réintégré sur leur circonscription ou sur leur canton le fait que ça leur faisait de la publicité directe et donc ils ont chiffré, et ils l'ont réintégré dans les comptes de campagne. Et donc, du coup, ça a explosé le compte de campagne. Parce que ça, c'était pas prévu. Et donc, du coup, il a perdu. Du coup, il a perdu. Et évidemment, il a été déclaré inéligible. Enfin, et son compte de campagne n'a pas été approuvé. Comment nos candidats, nos futurs candidats, peuvent savoir tout ça?
Parce que Première chose... tout le monde n'est pas juge, quoi. On est bien d'accord. Première chose, vous avez la préfecture qui généralement distribue aux candidats un kit avec la circulaire, le kit, la déclaration. Vous avez un dossier qui est très bien fait par la préfecture. Et puis vous avez le site de la commission elle-même, de la Commission nationale des comptes de campagne, qui vous donne un livret très précis avec des exemples et qui reprend et qui analyse chaque année la jurisprudence du Conseil d'État et des tribunaux pour vous donner, pour des mises en garde, pour vous donner des bornes afin que vous ne dérapiez pas. Donc, avec un minimum de lecture et puis d'attention, on peut déjà limiter largement les dégâts. Et puis après, si vous voulez, cher monsieur, dans les campagnes, on sait ce que c'est, il y a les affichages, on va voir les uns et les autres. Je me suis laissé dire que parfois, on achetait plusieurs salouvas, ou alors on favorisait certaines choses. Ah oui, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des achats de voix. Et là, c'est strictement interdit. Alors là, quand on parlait de fraude et de manœuvre, là, on tombe en plein. Ouais. Si vous multipliez par 10, par 20, par 50, vous imaginez bien. Mais on est à Mayotte. Il y a des moments de convivialité qui s'organisent. On appelle ça voulé. En pleine campagne. Je suis candidat, j'organise un voulé, je fais venir quelques mabawa, des fruits à pain, des bananes, et avec des amis qui me soutiennent, ou pas. On mange ensemble, on parle, et voilà, on vit. Est-ce que en pleine campagne, j'ai le droit de faire ça ? Oui, puisque vous le déclarez sur votre compte de campagne. Ça fait partie de votre campagne. C'est-à-dire que je fais un voulé, les dépenses de mon voulé doivent rentrer dans le compte de campagne ? Vaut mieux. Je vous le conseille. Ah oui. Parce qu'en campagne, si vous faites venir un certain nombre de personnes, eh bien, c'est pour une raison. Vous êtes en campagne. Alors après, si c'est un voulé privé, si je puis dire, comme on peut en faire tous des dîners privés, mais là, dans ce cas-là, ça passe à autre chose. Vous n'avez pas 10, 15, 50 personnes autour de vous. Alors remarquez, avec l'état d'urgence actuellement, comme on est limité à 6, ça va régler le problème très rapidement. C'est clair, voilà. C'est clair. Mais voilà, donc après, les procurations, j'allais en parler. Nous avons un vrai problème avec les procurations. C'est quoi le problème ? C'est parce que pourquoi plus ici qu'ailleurs ? Parce que vous avez un pourcentage de vote de personnes extérieures qui sont iliens, mais qui travaillent en métropole, qui travaillent à La Réunion. Donc des vraies procurations. C'est des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent voter chez eux. Sauf que vous avez un pourcentage important. Et donc, à partir du moment où vous avez un pourcentage très important de procuration, il est parfois difficile de contrôler qui peut avoir la procuration ou d'où vient la procuration. Je peux vous dire, à La Réunion, il y avait un officier de police judiciaire, et d'ailleurs, ça pose problème, qui a fait 200 procurations pour une commune, que pour un candidat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va récupérer plusieurs bulletins, donc procuration, de la famille ou des amis, etc., et qui va dire je suis porteur de ces bulletins. Il y a une personne. Non, parce que chacun. Là, après, c'est au bureau de vote que vous allez vous faire attraper. Donc, de toute façon, ça passera pas. Non, mais vous avez quelqu'un qui fait les procurations et qui donne des procurations peut-être à des gens qui n'y auraient pas le droit. Vous n'avez pas à donner une procuration et on vous fait donner une procuration. Ça peut arriver. On a vu à Mayotte des personnes décédées qui votaient. Remarquez en Corse aussi, c'était les grands spécialistes. Peut-être que c'était des Maoris qui avaient été en Corse pour prendre des leçons et revenir. Je ne sais pas vous dire. Mais en Corse aussi, ça a été une grande spécialité. C'est quelque chose qui existe, ça. Mais bien évidemment. Ouais. Mais à partir du moment où on peut pas tout contrôler, l'administration préfectorale peut pas, la commission électorale ne peut pas. Si jamais vous rayez toutes les personnes qui sont réellement décédées, ça va. Mais si vous ne les rayez pas, ils existent toujours. Théoriquement parlant, à partir du moment où ils sont sur le papier, vous pouvez l'utiliser. Président, on risque pas de décourager ces jeunes qui ont envie de se lancer en politique ? Alors, il y a ceux qui vont, les médisants, qui vont dire, ils y vont pour l'argent, pour la tricherie. Non, il y en a plein qui y vont parce qu'ils ont de vraies idées, de nouvelles idées. C'est peut-être nos futurs leaders sur le plan politique. Est-ce qu'on risque pas de les décourager ? On a le sentiment que en France, il y a trop d'administratifs autour de tout ça. Ou alors, vous nous dites, il y a juste ce qu'il faut. A priori, il y a des bornes. Voilà, je crois que il y a quelques années, si vous voulez, les films. Moi, j'ai eu une vie antérieure. J'ai connu la vie politique avant les comptes de campagne, avant le financement des partis politiques, avant les financements des campagnes électorales. Et parfois, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné des dérives financières énormes. On en voit encore les conséquences. Je crois que les règles sont pas si difficiles que ça. Elles sont quand même souvent des règles de bon sens.
sens. Alors après, l'interprétation peut être technique. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais les règles sont de bon sens et j'ai rarement vu des gens voir leur élection annulée. Alors qu'ils avaient de bonne foi respecté les règles. Parce que le juge, après, lorsque vous me parliez des comptes de campagne tout à l'heure, lorsque quelqu'un dérape un petit peu sur son compte de campagne, d'abord, il peut déplacer légèrement le plafond. Le juge va regarder s'il voit que c'est quelqu'un qui l'a fait de bonne foi, par méconnaissance, que le dérapage, si je puis dire, ou le dépassement du plafond est très faible, vous n'allez pas le déclarer inéligible pour 3 ans. De toute façon, vous allez le déclarer inéligible, allez, pour 1 an, parce qu'on peut aller jusqu'à 3 ans. Ouais. De toute façon, la prochaine élection, elle est 4 ans après. Oui, donc ça voilà. Rien. Donc il sera de nouveau candidat. Ouais. Donc ça sert à rien s'il n'y a pas cette sanction. L'idée, c'est de sanctionner la personne qui vraiment a commis un dérapage important. Pour conclure cette première partie d'émission, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'insiste là-dessus, même quitte à paraître un peu lourd, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui se lancent en politique ? Faut y aller ? Ah bah bien évidemment. Ouais. S'ils ont des idées, bien évidemment, il faut qu'ils y aillent. Ouais. Parce que j'allais dire, même si la première fois ça rate, eh ben ils auront au moins vécu quelque chose et ils pourront en tirer les enseiglements pour la deuxième fois. Et voire la troisième ou quatrième fois. S'ils démarrent très jeunes, ils y arriveront. Ils y arriveront c'est toujours avec Gilles Cornevaux, le président du tribunal administratif ici à Mayotte. Président, la deuxième partie de cette émission, on va la consacrer à votre rôle que vous jouez dans le cadre de l'immigration. En quoi le tribunal administratif, comme son nom l'indique, tribunal administratif, a un rôle à jouer ? Comment vous êtes saisi quand on parle d'immigration ? Alors, on peut être saisi de 2 façons. Ouais. Les personnes qui arrivent sur l'île, généralement, déposent, il y a 2 façons d'arriver, soit ils arrivent pour déposer une demande de titre de séjour, on leur donne généralement, ou pas, un récépissé, et à partir du moment où ils ont le récépissé de titre de séjour, ils peuvent résider temporairement sur l'île, et après, la préfecture décidera si oui ou non on leur affecte un titre de séjour avec une durée plus ou moins longue, et à ce moment-là, ils peuvent résider régulièrement sur l'île, et s'ils n'ont pas de titre de séjour, ils peuvent être reconduits en dehors. Ça, c'est la première possibilité de venir. La deuxième, alors je parle pas de l'asile où là aussi c'est le même système, l'asile politique. Et donc vous venez, vous demandez l'asile. Mais on vient où ? Au tribunal administratif ? Non, vous venez dans des associations, dans les associations, à la préfecture. Vous demandez l'asile, on vous conduit vers un service qui vous traitera l'asile. Après vous passerez à l'OFPRA, à la CNDA, etc. pour voir si vous êtes effectivement en danger dans votre pays, puisque si vous demandez l'asile, généralement c'est que vous sortez de votre pays d'origine avec des difficultés sur la tête, si je puis dire. Et même une mise en danger de la vie la plupart du temps, pour des problèmes religieux et problèmes politiques principalement. Et la deuxième possibilité, c'est ce que nous voyons sur l'île de façon très importante, c'est-à-dire un apport immigratoire, surtout par bateau, donc par Kwassa, qui viennent sur l'île et qui viennent pas tout de suite demander des titres de séjour qui restent en situation irrégulière et qui à tout moment peuvent se faire attraper et bien évidemment se faire mettre ce qu'on appelle en rétention, qui est de l'autre côté, le fameux CRA, centre de rétention administrative, pour être après reconduits dans leur pays d'origine. Alors, le juge administratif, lui, lorsqu'on vous refuse un titre de séjour, interviendra à ce moment-là, c'est-à-dire que on va déposer un recours en contestant la décision du préfet. Là, c'est comme un dossier, si je puis dire, normal, ça prend un certain nombre de temps, mais c'est pas l'activité principale du tribunal administratif, puisque l'activité principale du tribunal administratif, c'est ce qu'on appelle le référé-liberté. Puisque Mayotte, vous savez, a une législation légèrement dérogatoire par rapport aux métropoles, et notamment sur certains délais. Ouais. Et donc, lorsque les personnes en situation irrégulière se font attraper, ils sont mis au CRA et ils ont la possibilité, par le biais du référé-liberté, de contester cet éloignement. Nous avons 48 heures pour répondre à cet éloignement. Donc, à partir du moment où la personne pose recours devant chez nous, elle est ce qu'on appelle mise en attente au CRA, c'est-à-dire que le CRA ne peut pas éloigner la personne, enfin, je vais être plus modéré, ne pourrait pas éloigner la personne. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui le font. Je vais y venir. Et donc, ne pourrait pas éloigner la personne. Et ensuite,
Nous avons 48 heures pour rendre notre décision, savoir si les libertés de la personne sont bafouées ou pas, et si les éléments au dossier nous permettent de dire que, par exemple, le garçon était là depuis l'âge de 7 ans, qu'il a fait toutes ses études, qu'il était là avant 13 ans, donc il a une protection légale, et on ne peut pas le reconduire. En clair, il y a des règles en France, y compris pour ceux qui rentrent en situation irrégulière chez nous. Même ces gens qui rentrent en situation irrégulière chez nous ont des droits. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a rien qui vous choque ? Bah pourquoi ? Quelqu'un qui rentre illégalement chez vous, il a des droits. Oui, mais c'est pas parce qu'il rentre illégalement chez vous que tout de suite il faut avoir une notion contraire à l'ordre public. S'il rentre chez vous pour venir vous voler, pour venir commettre des délits, voire un crime, effectivement, là, il peut y avoir, là aussi, il y a une réglementation très précise sur le sujet. Mais si quelqu'un rentre chez vous, même de façon irrégulière, on lui a donné au niveau européen, au niveau français, des droits, le droit au moins que son dossier soit étudié pour savoir s'il peut ou pas rester sur le territoire. Ça me semble à peu près naturel quand même. Parce que sinon, j'allais dire, de quel droit et vous décidez qu'un tel reste ou un tel part. Ça devient de l'arbitraire. Donc vous avez des règles. Et de quel droit on peut savoir qu'un tel qui est rentré illégalement chez nous, donc en France, vient uniquement pour l'école, pour la santé ou pour voler? Comment on peut le savoir? Ça, vous ne le savez pas, vous ne le savez qu'après. Donc, mais quand il arrive, il bénéficie de fait de la confiance. Et puis après, la réglementation s'applique, si vous voulez. Donc s'il vient pour l'école, la santé ou pour ses enfants, eh bien à ce moment-là, là aussi, c'est là où on revient. Titre de séjour ou pas de titre de séjour, il le conteste. Et si jamais il est attrapé avant d'avoir le résultat du titre de séjour ou de l'avoir demandé, à ce moment-là, ça arrive devant nous et nous prenons la décision en 48 heures que nous devons prendre. Alors chez nous, ça représente à peu près 1200 dossiers à l'année quand même. Enfin, hors Covid, puisque la période Covid a été quand même très particulière. Mais 1200, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça peut donner des permanences pour les magistrats allant jusqu'à 50 dossiers dans la semaine. Voilà, c'est énorme. Mais le flux est... Bon, en même temps, sans diminuer ni relativiser le travail, mais c'est souvent la même chose. C'est souvent la même chose. C'est quand même la vie de la personne que vous étudiez et les vies ne sont pas semblables, si vous voulez. Donc, alors, on peut dire que au niveau des textes, vous rentrez dans telle case, si vous êtes malade, on regarde si vous êtes vraiment malade ou pas, si telle maladie correspond ou pas. Si vous êtes rentré, effectivement, si vous êtes rentré avant 13 ans ou après 13 ans, on le saura. Voyez, donc effectivement, mais quand vous étudiez le dossier, y compris en 48 heures, vous devez vraiment regarder précisément la vie de la personne. Mais c'est que de la technique, en fait, parce que cette personne, vous la voyez ? Ah oui. Et pourtant, si elle est au CRA ? Alors, quand elle est au CRA, d'abord, elle peut aller aussi devant le juge des libertés, notre collègue judiciaire qui peut ou ne pas la libérer. Et lorsqu'elle sort du CRA, de toute façon, sous escorte, même s'il l'a pas vu par le juge, on en voit tous les jours dans la salle, sans aucun problème. Alors, on les voit lorsqu'elles n'ont pas été reconduites avant même que nous nous prononcions. Parce que cela arrive. À Mayotte ? Oui, ça arrive à Mayotte, il faut le dire très clairement. J'ai reçu ce matin les représentants de la CIMAD et ça arrive. Alors, il faut être très clair, quand vous avez un nombre extrêmement important, j'allais dire, d'éloignement, de mesures d'éloignement, là aussi, il y a une 150aine de places, je crois, au centre de rétention, 130, 150. Il faut aller vite. Il faut aller vite, et donc il y a des erreurs. L'erreur est humaine. Je le disais ce matin, et il y a un petit point qui me perturbe un petit peu, qui me choque, c'est quand on dit qu'à Mayotte, il n'y a pas d'état de droit. Et là, moi, j'y suis totalement opposé. On l'a dit, les gens rentrent, même en situation régulière, ils peuvent être vus, donc ils seront entendus par la police, ils seront mis en centre de rétention, ils peuvent avoir accès à un juge. Donc je trouve un petit peu pointu de dire qu'il n'y a pas d'état de droit à Mayotte. Je l'entends un peu trop souvent. Il peut y avoir des erreurs, mais je vous dis... Mais ce sont des erreurs très très graves, parce que il s'agit de la vie d'une personne. Imaginez, on se trompe, on renvoie une personne alors qu'on n'a pas encore l'autorisation. On est d'accord. Et cette personne repart dans son pays, et imaginons qu'elle l'ait quitté pour des raisons politiques, et elle est en danger. Alors,
comme on est à Mayotte, faut être très clair, une grosse partie des gens qui peuvent être raccompagnés directement par erreur, parce qu'on va vite, sont souvent des gens des Comores ou de Madagascar. Donc, et je pas des pays en guerre. Je peux vous le dire très honnêtement, ce ne sont pas des pays en guerre, et on a rarement des demandes d'asile de ces deux pays. Voilà. Donc le risque et le juge, ça nous est arrivé puisque la CIMAD me l'a dit ce matin. L'année dernière, 51 ordonnances du juge ont enjoint au préfet de ramener les gens sur le territoire afin qu'ils puissent avoir un jugement. C'est ce qui s'est passé récemment ? Oui, je peux vous dire que le préfet, vous avez ordonné. C'est incroyable cette histoire. Vous avez ordonné au préfet de ramener des gens qu'il avait éloignés par erreur. Ah, je dis pas qu'il l'a fait par erreur. Je dis que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la possibilité aux personnes d'être jugées devant un juge, avec le 6.1 et le 13, d'avoir accès à un juge, d'être jugé en toute impartialité. Si la personne n'est pas là, comment voulez-vous qu'il se défende ? Parce que mais si elle n'est pas là, c'est parce que l'État l'a éloignée. Eh ben nous la faisons revenir pour qu'elle ait un Donc vous jugement. demandez à l'État de le faire revenir. Tout à fait. Et il le fait. Il n'y a aucun problème. Ils les retrouvent, ils mettent un peu plus de temps par moment. Alors, je vais pas prendre la situation, mais par moment, la personne est même revenue avant que l'État le fasse revenir. Ça, c'est possible. Ça arrive, hein, je peux vous le dire. Parce que ça m'est arrivé d'avoir une permanence pratiquement à 10 jours d'intervalle et de rejuger la personne que j'avais éloignée moi-même, enfin, sur lequel j'avais pris une décision, qui a été éloignée, et que j'ai retrouvé 10 jours après, 12 jours après. Donc il avait trouvé, lui, la possibilité de revenir sur Mayotte plus rapidement que le préfet le fasse revenir. Vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un fonctionnaire ? Vous travaillez pour l'État ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Un fonctionnaire, vous voulez, les magistrats, ce sont des fonctionnaires puisque nous sommes les agents de l'État. Bien sûr. Mais pas du tout. On n'est pas du tout, si je puis dire. J'ai entendu l'autre fois que nous étions à disposition du préfet. Non, je crois pas, non. Mais non, sur le coup, là, c'est la question que j'allais vous poser parce que si vous ordonnez à un préfet de faire revenir des gens alors qu'il les a éloignés, vous ne devez pas forcément partir en vacances tous les 4 matins avec le préfet. Bah, écoutez, il est le représentant de l'État dans le département, délégué de l'État. Moi, je suis président du tribunal administratif. Nous nous voyons, nous nous côtoyons. Voilà. Écoutez, je pars peut-être pas en vacances avec lui, mais il a peut-être pas non plus très envie de partir en vacances avec moi, si vous voulez. Je ne sais pas, mais faudrait lui demander à Monsieur le Préfet s'il souhaite partir en vacances avec moi. Mais j'ai des occupations aussi, très honnêtement. Mais non, il y a si vous voulez, chacun est dans son rôle. Le préfet a lui aussi je veux dire, une réglementation à appliquer. Il l'applique avec ses services, bien évidemment, comme il doit le faire. Et s'il l'applique pas, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, nous sommes là. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment vous voulez dire ? Il l'applique pas. Il l'applique pas. Il fait pas revenir la personne. Ah ben là, on peut après, dans un deuxième temps, mettre une astreinte, c'est-à-dire mettre une somme en lui disant on vous a demandé de le faire revenir, vous ne le faites pas revenir. À ce moment-là, on met ce qu'on appelle une astreinte, une somme qui peut être très importante, et là, je peux vous dire que la personne reviendra. Ou alors, il faudra qu'il justifie du fait qu'il ne peut pas faire revenir cette personne parce qu'elle est perdue. Ou elle est décédée, ou vous avez tous les cas de figure. Bien sûr. Mais il faut qu'il se justifie devant nous du fait qu'il n'a pas exécuté une décision de justice. Parce que là, il n'exécute pas une décision de justice dans ce cas-là. Non, il n'y a pas, très honnêtement, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez les gens, ou certains qui nous écoutent, qui se disent mais on est en train d'expliquer comment on fait pour faire rentrer quelqu'un en situation irrégulière et lui donner des papiers. Il y a la justice qui est derrière, qui va lui permettre d'avoir un titre de séjour. Est-ce que vous comprenez ces gens qui ont du mal à accepter que quelqu'un qui rentre chez vous en situation irrégulière a ce genre de droit ? Ah ben oui, mais c'est pas, cher monsieur, c'est pas au juge qu'il faut s'adresser à ce niveau-là. Il y a un législateur. Vous appliquez les règles, nous, les lois. Le législateur, il y a un Sénat, il y a plusieurs sénateurs, il y a plusieurs députés. Avec leurs collègues, ils prennent des décisions, ils prennent des lois. Que vous appliquez. Et nous sommes chargés de les appliquer. Alors on les applique, et généralement on les applique parce qu'il y a un petit problème. Parce que si c'était si facile de l'appliquer, on n'aurait pas besoin d'exister. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté sur soit l'application de la loi, l'interprétation, ou voir si la personne rentre dans les critères. Et donc, c'est nous qui apprécions si la personne rentre dans les critères. Après que le préfet, les services du préfectoraux, aient eux aussi posé leur appréciation. C'est pour ça que je dis dire qu'il n'y a pas d'état de droit à Mayotte, c'est un peu difficile. C'est très dur de dire ça. On a bien compris le message, surtout quand vous faites ce métier. Président, vous êtes un juge.
ça vous arrive le soir de rentrer chez vous et de vous dire mince, je me suis gouré peut-être là-dessus? Ah bah on a tous, enfin, mieux vaut qu'un juge ait un doute, parce que les juges percluent de certitude. Je ne suis pas sûr que ce soit des bons juges. Ils feront leur métier, mais, les incertitudes, il faut les avoir avant de juger. Une fois que vous avez pris votre décision, est-ce que à ce moment-là, vous pouvez encore vous dire dans votre tête, en rentrant chez vous, dans une vie privée, totalement privée, dire je me suis peut-être gouré? Alors moi, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec Mayotte. C'était dans un autre tribunal. C'était un asile. Ouais. C'était quelqu'un qui avait demandé l'asile en France. L'asile politique, hein. Alors, c'était pas politique, c'était l'asile de mœurs. Ah, voilà. D'accord. Et donc, il est venu devant nous. Le dossier, c'était en juge unique. J'ai traité le dossier. J'ai estimé que le dossier, parce que nous traitons sur dossier, même si nous avons la personne, il faut qu'il amène des éléments pour que nous puissions regarder et qu'il prouve. Parce que, bien évidemment, quand on regarde le dossier, tout le monde est de bonne foi. Sauf que les gens racontent leur vie comme ils l'entendent et nous ne la connaissons pas, leur vie. Donc, il faut qu'il y ait des éléments au dossier. Et là, j'estimais que les éléments n'étaient pas suffisants au dossier. Et donc, j'ai rejeté sa demande. Il a donc été éloigné. Et j'ai appris quelques mois après qu'il était mort. Oh, quelle horreur. Pour des raisons. Donc, si vous voulez, on a toujours un doute. Et on le vit avec, mais c'est aussi notre métier, si vous voulez. Donc, oui, quelle horreur, mais et c'est là où vous vous dites, j'aurais peut-être dû, mais c'est trop tard. C'est trop tard, et la décision a été prise au moment où vous devez la prendre. Parce que vous êtes président très bien du TA, vous êtes un juge très bien, mais vous êtes un homme aussi, avec fait de sentiments et de... Il y a un cœur derrière ce costume noir. Donc, il y a des moments où ça doit être compliqué pour vous aussi, quand il y a des décisions graves qui sont prises. Mais c'est j'allais dire, cher monsieur, c'est notre métier. Ouais. Notre rôle, c'est de prendre des décisions, même graves. Ce qu'il faut faire, comme on le dit, c'est de le faire en notre âme et conscience et en toute honnêteté, en toute impartialité. On parlait tout à l'heure de représentant de l'État. Le préfet ne se permettrait jamais de me dire ce que j'ai à faire. Comme moi, je ne me permettrai pas de dire à monsieur le préfet ce qu'il a à faire, mais je le prends en toute conscience. Je crois qu'il faut avoir conscience de ce que nous faisons. Il y a vraiment une séparation entre l'État, entre le préfet et la justice. Vraiment, où il y a les séparations des pouvoirs. Oui, ça c'est ce qui est écrit. Mais séparation des pouvoirs, d'accord. Mais est-ce que dans les faits, ça se passe vraiment comme ça? Il y a des gens qui se posent la question. Ah oui. Oui, pour vous, il n'y a pas de doute. Pour moi, non. On se rencontre. Vous voulez, je vais pas dire je suis président du tribunal administratif, je vais tourner le dos au préfet à chaque fois que je le vois, parce que il faut pas qu'on puisse imaginer qu'il y ait une collusion. Non, on joue chacun notre rôle, on a chacun nos fonctions. A priori, on peut être courtois et discuter sans que il peut y avoir des discussions. Mais je veux dire, le préfet, je suis pas sûr que le préfet m'en veuille si je lui demande de faire revenir quelqu'un. Lui aussi ne va pas me tourner. C'est ça. Si vous demandez de faire revenir quelqu'un, il sait pourquoi vous le demandez et il sait que vous avez raison. C'est pas de l'arbitraire. Enfin, vous voyez, on n'est pas. Je vous parlais tout à l'heure de l'arbitraire. On n'est pas dans l'arbitraire, pas des décisions qui sortent comme ça. Nous fondons nos décisions. Quand vous lisez nos décisions, elles sont argumentées et on explique pourquoi on prend tel côté ou telle face de la pièce. On va finir cet entretien, si vous êtes d'accord, Président, avec un sujet beaucoup plus généraliste. Vous avez fait déjà plusieurs tribunaux. Ici, à Mayotte, ça se passe comment ? Quels sont les dossiers qui reviennent le plus souvent ? Est-ce que c'est comparable à d'autres départements de France où il y a des spécificités ? Alors, je vais vous dire, pour caricaturer un petit peu, c'est ma 8e juridiction. Je suis président de La Réunion et de Mayotte. D'accord. Très bien, des deux tribunaux. Alors, je dis généralement, le tribunal de La Réunion, c'est à peu près équivalent au tribunal de Limoges sans la grisaille et le tribunal de Besançon sans la froidure. Ça, c'est La Réunion. Et Mayotte est un tribunal très atypique. On me l'a dit dernièrement au Conseil d'État que j'étais très engagé sur Mayotte parce que j'ai découvert Mayotte. Mayotte a deux spécificités, je vous l'ai dit. Ce sont les étrangers en nombre de dossiers, en ampleur. Nous avons les étrangers et la fonction publique. Mais la fonction publique, c'est normal, on a la même chose à La Réunion, puisque comme nous sommes une île, on a beaucoup de fonctionnaires territoriaux, de fonctionnaires d'État, et donc on a beaucoup 50 000 salariés, 22 000 fonctionnaires.
Donc, bien évidemment, comme ils sont très nombreux, on a beaucoup de contentieux. Sinon, à Mayotte, on a très peu d'autres contentieux. On en a, mais qui sont divers. Alors, je pense qu'avec le développement de l'île, l'urbanisme, l'environnement, les affaires économiques se développeront à terme, bien évidemment. Mais Mayotte est une île extrêmement intéressante, avec des contentieux atypiques, par exemple le port, des enjeux extrêmement importants, entre le port et le conseil départemental. Vous avez aussi les carrières, qui sont un enjeu assez IBS, fort. Notamment, entre autres. Vinci IBS. IBS, et donc nous sommes au milieu, nous aussi, puisque nous avons été pas les seuls. Je crois que mes collègues judiciaires sont un peu occupés en ce moment sur le sujet, mais nous avons aussi essayé, nous sommes mêlés de l'affaire, si je puis dire, de fait. Donc oui, il y a des dossiers, même à Mayotte, des dossiers extrêmement intéressants et très pointus. Quand est-ce qu'on aura un TA à nous? Alors vous l'avez. Ouais. Alors, votre TA à vous, c'est de dire que vous avez un président à demeure, des magistrats à demeure. Alors, parce que là, on dépend de la Réunion, vous venez de la Réunion. Non, vous ne dépendez pas de la Réunion. Le président du tribunal de la Réunion vient au moins 12 à 15 jours par mois. Alors bon, c'est vrai que le problème du Covid n'a pas arrangé les choses, mais je suis 12 à 15 jours par mois sur l'île. Je m'y implique beaucoup. Mes collègues viennent régulièrement pour tenir des audiences collégiales. Pendant la période Covid et même en dehors, nous avons des visios, vous voyez les écrans tout autour, pour que la justice administrative continue à s'appliquer. Je m'y emploie. Et c'est dans les tuyaux? Écoutez, ça c'est une question qu'il faudra poser au ministre de la Justice s'il vient. Parce que je pense que c'est surtout, comme tout service de l'État, question de finances et d'avoir donc de volonté politique et de mettre des magistrats à demeure, parce que les magistrats existent. Les 12 magistrats de la Réunion, dont je fais partie, viennent régulièrement à Mayotte. On les voit pas parce que là je suis en noir habillé dans mon rôle de juge. Merci. Ça c'est la note, ça, le nœud papillon. Et donc habillé de noir, mais dans la rue on n'est pas habillé de noir, on est habillé comme tout le monde, donc on nous reconnaît pas. Mais non. Le tribunal existe, il fonctionne, nous rendons des décisions, nous venons physiquement souvent, et c'est vrai que nous ne sommes pas en résidence à Mayotte. Mais, alors je ne peux pas vous donner d'échéance, parce que je ne sais pas, mais à terme, je pense que vous avez un rectorat, vous avez un ARS, vous avez un tribunal judiciaire. Alors, vous avez une chambre d'appel. Bon, je sais que certains demandent à une cour d'appel. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense qu'à terme, vous aurez un tribunal administratif. Mais je ne pense pas de le voir, moi, mais vous l'aurez, je pense. Ma dernière question, parce que c'est terminé l'émission, là, déjà. C'est peut-être la plus compliquée à répondre. On s'est renseigné sur vous. Bah oui. On a essayé de comprendre plein de choses et on s'est rendu compte que vous aimiez cette île, Mayotte. Et ma question, elle est toute simple. Pourquoi ? Eh ben, à vrai dire, je sais pas vous répondre. C'est la meilleure des réponses. Plus que ça puisse pas. C'est aussi comme ça qu'on aime une femme. On sait pas pourquoi on l'aime. Exactement. Ouais. Exactement. En tout cas, merci. Je vous en prie. D'avoir répondu à nos questions. On y voit peut-être un peu plus clair. Et puis, on est bien chez vous, là. Eh ben, revenez quand vous voulez. Non, on va rester. Ben, allez-y. Merci beaucoup, Président. Allez, c'est tout pour ce CQFD. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera évidemment sur la même chaîne, à peu près à la même heure, avec d'autres invités. Ciao.